Et bonjour à tous. Effectivement, je vais essayer en quelques minutes, avec l'aide de mon collègue Christophe Ballet, de faire une forme de bilan de ces 10 ans de contribution de l'Université de Bretagne Sud au cluster nautisme. Alors, commençons par rappeler les objectifs de l'université en s'inscrivant dans cette démarche cluster. Ils sont en accord avec la volonté plus globale et les objectifs plus globaux, dont a parlé d'ailleurs Jean Peters tout à l'heure, d'avoir une université ouverte sur son environnement et puis très impliquée dans son territoire, dans le développement socio-économique de son territoire. À l'échelle de la filière nautique, ça se traduit en une volonté de participer au développement économique de cette filière sur le territoire morbihanais prioritairement, de pouvoir contribuer à l'innovation dans les entreprises du cluster, et puis plus largement de développer des liens constructifs et pérennes avec ces entreprises. Alors, comment en essayant de favoriser déjà l'accès des entreprises du cluster aux compétences et aux moyens de l'université. En développant aussi de la connaissance scientifique et technique, ce qui est le métier de l'université, en tout cas des laboratoires de recherche de l'université, et puis en faisant en sorte de pouvoir diffuser cette connaissance au sein de la filière. C'est aussi essayer d'associer au maximum des entreprises de la filière aux travaux de recherche des laboratoires de l'université, et puis de favoriser le transfert des résultats de ces travaux de recherche, voire des technologies qui sont développées dans les labos, aux entreprises du cluster. Et puis évidemment, c'est aussi donner à nos étudiants des compétences dont la filière peut avoir besoin. Alors, les ressources de l'université, c'est quoi? C'est d'abord des ressources humaines. L'université, c'est 12 laboratoires de recherche qui regroupent 300 chercheurs, ingénieurs et techniciens. Et puis c'est évidemment aussi sur le territoire un vivier d'étudiants très conséquent. C'est aussi spécifiquement sur cette démarche, cette action cluster, la création par l'université en 2006 d'un poste que j'occupe, destiné à jouer un rôle de facilitateur et d'interface et d'animation de ces démarches, de ces actions orientées vers la filière nautique. C'est évidemment aussi des ressources en termes d'équipement, d'outils scientifiques et techniques. J'en liste un certain nombre, c'est évidemment pas exhaustif. Des équipements dans le domaine des essais mécaniques, des analyses matériaux, des outils logiciels de toutes sortes, sur les procédés de mise en œuvre également. D'ailleurs, depuis 2006, enfin disons qu'en 2006, à la création du cluster, ces outils n'existaient pas. Il y a 2 plateformes qui sont nées, dont la dernière en date va fêter ses 1 an prochainement, qui sont vraiment des outils dédiés à la relation et à la collaboration entre l'université et les entreprises. Donc je parle de la plateforme Compositique, centrée sur notamment les procédés innovants de mise en œuvre de polymères et de composites. Et puis la plateforme EFIPOL aussi, centrée sur les problématiques d'efficacité énergétique, et qui peut intéresser, sous certains angles, des entreprises de la filière. Alors, au niveau des domaines d'expertise qui vont intéresser à nouveau les entreprises de la filière, on retrouve prioritairement, sur ces 10 années, un intérêt pour, on va dire, des sciences technologiques, qui correspondent à des domaines de recherche et des domaines de formation aussi qui sont proposés à l'université, dans le domaine des matériaux et des procédés de mise en œuvre, dans le domaine des revêtements marins, dans le domaine de l'électronique et des systèmes embarqués, des TIC, de l'informatique. Mais il y a aussi à l'université d'autres types de compétences, moins spécifiques de la filière nautique, mais qui peuvent évidemment être tout aussi utiles dans la vie d'une entreprise, dans le domaine du marketing, de la gestion, des ressources humaines, de la logistique, de la qualité, de la communication, etc. Et puis, dans le domaine des sciences humaines et sociales également d'ailleurs. Et puis, on retrouve aussi, mais Jean Peters en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, des espèces de thématiques ou de compétences
transversales, en tout cas de spécificités, qui font partie de l'identité de l'université. Sur la mer et le littoral, ça nous intéresse évidemment. Et puis sur les problématiques de développement durable et aussi les méthodologies et les solutions à développer en termes d'éco-conception, d'éco-technologie ou de technologie à faible impact environnemental. Bon, mais concrètement, comment ça s'est traduit, cette contribution de l'université au cours de ces presque 10 années d'existence du cluster? D'abord par des actions d'animation, qui sont une occasion d'abord d'échanges entre l'université, ses chercheurs, ses étudiants, et puis les entreprises et autres acteurs du cluster, et plus largement de la filière nautique, qui sont aussi une occasion de faire connaître l'université et ses moyens, ses ressources, et puis évidemment, qui sont une occasion de diffuser ce savoir et cette connaissance développée à l'université, mais aussi développée dans la filière, et donc de brasser ces connaissances. Alors j'en ai recensé depuis 2006 une trentaine d'événements de ce type, organisés ou co-organisés par l'université, et donc vraiment centrés sur des thématiques intéressant la filière et ciblant les acteurs et les entreprises de la filière. Ça se traduit aussi par, si tu veux passer au slide suivant, ça se traduit aussi par une démarche spécifique, active, de veille sur l'actualité de la filière nautique en général, sur l'actualité des entreprises de la filière et du cluster, un travail de réseau qui va permettre de détecter des besoins dans la filière, de détecter des projets ou des opportunités de projets sur lesquels l'université peut apporter quelque chose. Alors, sans être exhaustif, j'ai essayé de recenser un certain nombre de ces contacts, un peu identifiés, ces besoins identifiés sur ces presque 10 années. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ils émanent principalement d'entreprises du Morbihan et, je dirais, un peu plus largement d'entreprises de la Bretagne, mais principalement du Morbihan. Et puis, ils émanent aussi principalement d'entreprises et dans une moindre mesure de porteurs. Donc, on a bien une action sur ce champ de la détection, de l'écoute du besoin de la filière, qui est centrée sur les entreprises et sur les entreprises du cluster morbihanais. Bien que ce ne soit pas exclusif, évidemment. Dans un certain nombre de cas, la réponse à ces besoins ou la façon dont l'université peut s'impliquer dans ces projets ou accompagner ces projets, c'est plutôt une réponse du type ingénierie, R&D, bureau d'études. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas de mettre en œuvre de la recherche à proprement parler. Dans ces cas-là, l'université va pouvoir répondre sous des formats assez classiques de prestations ou de manière plus informelle, de conseils, d'orientation du porteur ou de l'entreprise dans les réseaux, vers les bons interlocuteurs. Ça peut aussi être des réponses de type projet étudiant ou stage. Alors on voit que on arrive à répondre sous forme de prestations, en gros à la moitié de ces besoins identifiés. Et puis on arrive surtout à répondre à 25% de ces besoins sous une forme qui est plus informelle. Hein, et qui peut intéresser l'entreprise parce que on va dire la facturation d'une prestation, ça peut être déjà un premier frein. Il peut y avoir de notre côté l'impossibilité de mobiliser et de réaliser cette prestation à un moment donné. Donc on a d'autres moyens de réagir et c'est important de le souligner. Ça fait partie aussi d'un apport en termes d'accompagnement bénéfique pour le cluster. Et puis dans un certain nombre d'autres cas, et quand on part plutôt de travaux ou de technologies développées dans nos laboratoires, là on va plutôt devoir mettre en place des collaborations de recherche. Alors sous forme de thèse par exemple, ou bien sous forme de projets collaboratifs de différentes formes.
Donc on parle là d'une part de projets qui nécessitent des moyens plus conséquents, des moyens humains, des compétences, une dimension recherche, on l'a dit, donc d'impliquer des chercheurs, évidemment des moyens matériels et donc des moyens financiers aussi plus conséquents. On parle aussi de projets qui sont multipartenariaux, bien souvent, et qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Alors j'ai recensé 27 projets de ce type là, depuis 2006, vraiment axés sur des thématiques et sur des partenariats avec les entreprises de la filière, et qui associent ou ont associé plus d'une trentaine d'entreprises. J'en cite quelques exemples là, sans être exhaustif une nouvelle fois, mais on va le retrouver sur les domaines de compétences de l'université, dans les TIC, sur le domaine des matériaux, des composites, sur le domaine de la simulation, sur le domaine du développement durable et l'éco-conception. Mais on peut se demander finalement sur ces projets de recherche, si tu peux passer au slide suivant, quel est l'apport, quel est le bénéfice, quelles sont les retombées concrètement pour la filière, pour les entreprises de la filière. Alors, avant de répondre à cette question-là, je veux faire un rapide rappel sur le cheminement qui permet d'aller de travaux de recherche à des produits innovants sur le marché. De manière très très schématique, on peut quand même identifier quelques étapes majeures. Celle de la découverte ou de la mise au point d'une technologie, vraiment en amont de ce cheminement, qui va pouvoir se traduire ou être démontré dans un prototype de laboratoire, qui est encore très loin du prototype industriel ou pré-industriel. La seconde étape, cette étape suivante de prototype industriel, permettant ensuite d'arriver dans un cycle que vous connaissez plus, en tout cas les entreprises qui font de la R&D et de l'innovation connaissent plus, puisque c'est à partir de là qu'elles peuvent prendre la main. En tout cas, c'est leur champ classique d'intervention. Ce qui est intéressant de noter sur ce schéma très simplifié, c'est que finalement, le laboratoire de recherche, son périmètre naturel, il s'étend jusqu'au démonstrateur de laboratoire. Et l'entreprise qui innove, qui fait de la R&D, son périmètre naturel, il va commencer au prototype pré-industriel. Et on voit qu'en fait, entre ces deux étapes majeures, il y a ce qu'on appelle, nous, une phase de maturation, et où il faut forcer le naturel de chacun pour se rencontrer. Cette échelle, c'est une échelle d'avancement de la maturité du projet. C'est aussi une échelle de temps. Alors ce schéma, il me permet de dire, dans un premier temps, pourquoi on n'a pas forcément, de manière systématique et rapide, entre une thématique de recherche, à partir d'une thématique de recherche ou de travaux de recherche, un produit innovant sur le marché. Et on va voir que finalement, si tu peux passer au slide suivant, finalement, le principal apport, les principales retombées pour les entreprises de la filière associées à des projets de recherche, c'est d'abord ces connaissances scientifiques et techniques et ces savoir-faire nouveaux qui ont été développés et qui vont être intégrés par l'entreprise. Ça va participer au développement de l'expertise de l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Et ça va participer aussi d'une manière ou d'une autre à sa capacité elle-même à innover. Alors, je cite notamment l'exemple, parce qu'il est sans doute le mieux connu, parmi les mieux connus des travaux de recherche qui sont menés de longue date ici sur les biocomposites. Mais Christophe rentrera plus dans le détail et expliquera plus. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On sait tous qu'il n'y a pas pour l'instant des flottes de bateaux à coque biocomposite sur nos mers. Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il ne se passera rien depuis 10 ans? Christophe reviendra sur cet historique. Les résultats de la recherche, ils peuvent être aussi, et notamment dans des relations de long terme,
avec une ou plusieurs entreprises, être introduit quand même au fur et à mesure dans les produits, donc dans des innovations des produits de l'entreprise. Et puis quand même, dans un certain cas, on peut avoir un lien assez direct entre des technologies et des démonstrateurs développés par le laboratoire, souvent en partenariat, et puis des produits potentiels. J'en cite notamment sur le domaine des TIC, où là, on peut avoir vraiment l'apparition de produits innovants. Et puis, dernière chose, concernant la contribution de l'UBS. Bon, la formation à l'UBS, c'est des filières qui sont adossées, évidemment, aux compétences des labos de recherche. Donc, tout ce dont on a parlé en termes d'expertise, en tout cas de thématique, on le retrouve dans les filières de formation. Et tout ça, notamment, chaque année, ça génère ou ça occasionne de nombreux stages dans la filière sur des sciences à nouveau plutôt technologiques et techniques, mais pas que, sur ces autres compétences que j'ai citées tout à l'heure également. Et puis, de manière plus identifiée, le cluster a été aussi l'occasion, ou inversement, je ne sais pas, en tout cas, a permis ou a généré une nouvelle formation qui n'existait pas à l'université en 2005 sur les nautismes et métiers de la plaisance. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet, et Christophe également reviendra plus précisément sur cette filière tout à l'heure. On a aussi à l'université un service et un catalogue, je dirais, de formation continue important. Donc ça, c'est des formations diplômantes ou qualifiantes qui sont accessibles aux entreprises de la filière sur tout un tas de domaines d'expertise. Alors là, qui pour le coup dépassent même tout le champ de compétences que j'ai cité et qui est propre aux laboratoires et aux formations de l'université. Et puis, pareil, un élément important à citer en termes de formation continue, on va créer à partir de cette année, en collaboration avec le réseau Econav, des modules de formation qui sont vraiment centrés sur des problématiques nautiques et en particulier sur des problématiques de développement durable dans la plaisance et la filière nautique. Donc tout ça, ça fait un chemin à continuer, mais un chemin déjà parcouru, et puis des contributions, aller-retour, je disais, parce que la participation à ce cluster et la proximité avec les entreprises, elle est aussi évidemment bénéfique pour l'université dans son ensemble. Et je vais laisser Christophe revenir en détail et sur la licence Pronautisme et sur les biocomposites. Oui, bonjour à tous. Donc, je passe juste avant la pause, je vais aller très très vite. Vous allez voir, c'est très simple. D'abord, j'ai deux métiers. Moi, je suis professeur et donc je fais de l'enseignement, de la recherche. On me demande aussi de faire de l'administration, mais ça j'aime pas trop. La partie enseignement d'abord. Donc, on a monté cette licence professionnelle à plusieurs, avec des professionnels, avec Jean-François, professionnel évidemment, mais qui avait fait une étude de marché. On a beaucoup bossé sur ce sujet. Puis, on a créé ça il y a 7 ans. Grossièrement, 130 étudiants sortis. Bon, les gens s'intègrent correctement avec tout le monde fait un parcours qui est soit un bac avec un bac plus 2 et puis on prend les gens en licence avec un projet professionnel, soit des gens qui viennent du monde professionnel, qui n'ont peut-être pas de bac ou de bac plus 2, mais par une validation d'acquis professionnel arrivent à rentrer dans cette licence. Donc il y a des textes de loi, il y a tout un service de formation continue à l'UBS qui fonctionne bien. Il y a aussi des gens qui passent cette formation en validation d'acquis de l'expérience, donc ils font un dossier simplement pour l'obtenir. Il n'y a pas beaucoup de demandes, il y a 3 ou 4 personnes qui l'ont fait jusqu'à présent. On va aller plus loin. Donc les intervenants, c'est soit des enseignants, des enseignants-chercheurs ou des professionnels. Alors je ne sais plus trop où j'en suis, mais d'abord je vais remercier tous ceux qui acceptent de donner des cours. Un grand merci. Je remercie d'ailleurs aussi les étudiants parce que c'est eux qui se sont fait engueuler pour certains à l'accueil, puisque voilà, j'ai quelques collègues peu citoyens, mais bon voilà. Donc un grand merci à eux au passage. Déjà en formation initiale, formation continue, ça dépend des années. L'année dernière, je sais que c'était 45% en formation continue. Vous voyez, donc ça fait des tranches d'âge très intéressantes, des hommes, des femmes, donc ça fait des groupes beaucoup plus mûrs. Et personnellement, pour enseigner dans d'autres filières, je trouve ça très sympa.
volontairement, on a pris des gens avec des parcours très diversifiés. Donc j'ai fait une liste là, mais des gens qui ont un projet dans le domaine du nautisme, on va à la suivante, avec des objectifs qu'on s'est fixés. Alors ces objectifs sont très précis. Hein. Alors ça rentre dans le cadre d'une licence de plein droit, ça rentre, on respecte évidemment les règles du ministère. On demande d'avoir des compétences dans le nautisme, être capable de développer un produit. C'est très orienté tout ce qu'on fait autour des services. Et puis, on va au suivant, je vais aller très vite. Et puis, il y a toute une partie de projets. Alors, sur les projets, moi, j'ai pris la liste 2013-2014. Au début, je voulais mettre la liste 2014-2015. Et malheureusement, il y a quelques sujets confidentiels pour l'instant. Ce sont des sujets qui nous sont donnés par les entreprises. Donc, on est à l'écoute, soit par Jean-François Gwenaël ou moi-même. Donc vous ne savez pas sur quoi ils bossent cette année, mais l'année dernière, ils ont réfléchi sur des stations d'entretien de multicoques. Alors tout compte fait, ce qu'on leur demande, c'est de nourrir une réflexion, d'amener des idées pour construire un nouveau projet. Donc station de multicoques, gestion de mouillage, naviguer c'est bon pour la santé. Si on était capable de le prouver, c'est bon pour ma santé, mais pour tout le monde, on a parlé d'économie grise, c'est pas si simple. Il y a des stages qui commence à partir de fin février, début mars. Hein. Les étudiants sont de qualité, ils ont tous des projets professionnels. Il n'y en a que 4 qui n'ont pas trouvé de stage, mais si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à venir me voir, ils sont là, vous pourrez les rencontrer. Donc c'est une petite demande de ma part. Et puis pour cette formation, je reste à votre disposition. Donc je continue, donc je change de casquette, hein, je vais respecter le timing. Donc, en recherche, moi, j'ai toujours travaillé sur les matériaux composites. Et si je fais ça, c'est parce que ce qui me fait rêver, c'est les bateaux. Donc, j'ai commencé en 85. Et dans les années 91, j'ai commencé à faire des biocomposites. Alors, j'ai travaillé dans le privé. Puis, j'ai intégré en 97 l'UBS. Alors, ce qui est marrant, c'est que comme on m'a demandé de réfléchir un petit peu, j'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ces années? Alors, depuis, par exemple, de 97. Alors, je me suis aperçu que j'avais fait passer 16 thèses sur les biocomposites, et plus 4 autres sur le carbone époxy pour des bateaux de course. Donc ça fait 20 ans. Si je prends ces 20 thèses, je multiplie par 3 ans de thèse, ça fait 60 ans de recherche. Je rajoute nos années à nous, ça nous fait 240 années. C'est quand même, non, 120 années plutôt, je vais un peu trop vite. On a quand même pas mal réfléchi. Ça veut dire que moi, on me demande de développer des connaissances et de les transmettre et de les valider à l'échelle internationale. Donc sur les domaines des biocomposites, on a fait 67 publications en revue internationale. Donc on juge les travaux des autres. Par exemple, moi j'ai évalué les dossiers des projets de recherche québécois hier, projets de recherche. Les Japonais évaluent nos travaux, donc on est dans une communauté internationale. On a fait un certain nombre d'ouvrages, de bouquins, on a participé déjà à 65 conférences internationales. Alors, c'est quoi la philosophie, c'est quoi la réflexion qui est derrière? Bon, notre modèle de société, il est très discutable, puisqu'on considère que les ressources de la planète sont illimitées, et qu'en plus, on peut faire des grandes quantités de déchets. La photo en haut à droite, c'est une méharie, c'est une tentative de biodégradation sur l'île d'Ar d'une méharie. Pas terrible, hein, ça marche pas très bien. L'autre, c'est sur l'île du Bono, donc c'est un bateau peut-être fabriqué dans le Morbihan. C'est pas forcément la responsabilité que des industriels, hein. C'est pas un industriel qui l'a laissé là, c'est bien un plaisancier. Bon, évidemment, ça va se fragmenter, ça va disparaître, on va polluer de façon très durable les océans. C'est un modèle qui est très discutable. Alors, si on regarde comment ça marche dans la nature, c'est beaucoup plus simple. Hein. On a des plantes qui sont, à partir d'un apport d'eau et de CO2, sont capables de se développer. On est dans des systèmes autotrophes. Hein. Et puis ces plantes, elles se dégradent, mais il y a toute une vie. En fin de vie, elles se dégradent, mais il y a toute une vie derrière. Hein. Il y a des animaux, et puis quand mon écureuil va crever, là, il va se biodégrader. Donc c'est un système sans déchets. Alors si je regarde le modèle, il est passionnant parce que tout compte fait, ces matériaux se développent avec très peu d'énergie, 2% des photons qui arrivent sur la planète. Ça se fait à température ambiante, il y a de l'eau, il n'y a pas de produits chimiques, les écosystèmes restent viables, c'est quand même un modèle intéressant. N'oublions pas que non seulement on consomme beaucoup, et qu'en plus on est de plus en plus nombreux, puisque la population mondiale a doublé depuis le jour de ma naissance. Alors, on n'a rien inventé, hein. Les composites, c'est super, sauf que ça existe déjà dans la nature, Zostera marina, le phanérogames marine. Si je déchire une feuille, vous voyez bien ces fibres qui dépassent, des fibres cellulosiques à haute performance mécanique. Donc on va s'inspirer de ça, qui va plus loin. Et alors, la réflexion globale que l'on a, c'est d'essayer d'avoir des structures de plus en plus performantes. On fait des avions, Boeing ou Airbus fait des avions en composite. Hein. La 350 est à 53% de la masse en composite, parce que c'est le seul moyen d'avoir des structures très performantes. Donc le concept, il est plus facile d'ailleurs à dire en anglais qu'en français.
C'est-à-dire qu'on est condamné à faire des structures qui minimisent l'énergie. Alors, cette énergie pour se déplacer, par exemple, on n'est jamais que dans des flux de matière et d'énergie. Mais si je vais un petit peu plus loin, je regarde ce sauteur à la perche, je veux qu'il aille le plus vite possible pour qu'il y ait énormément d'énergie cinétique qui soit stockée comme énergie de déformation dans la barre, restituée pour passer au-dessus de la barre. Donc ça marche bien, je comprends bien ce système. Et c'est bien la démarche des chantiers qui font des bateaux de course de plus en plus logés et de plus en plus performants. Mais je vais mettre deux autres contraintes sur ces flux d'énergie et de matière. Je vais me poser la question de ce qu'il a fallu pour fabriquer cette barre et qu'est-ce qui va se passer en fin de vie, comment je la détruis. Et on a complètement oublié le début et la fin. On continue. Donc le petit bateau DG. Alors on a fait plein d'essais. J'ai fait le premier kayak de mer qu'on avait fait avec Plasmor. C'était suite à une demande d'un journaliste de France 3. C'était du lin, du polyester, ça n'a pas été produit en série. Après, on s'est amusé à faire, je prends de la farine, donc je prends que les grains d'amidon, je fais du PLA, de la polylactique, je fais des biocomposites qui sont à la fois durables, recyclables et biodégradables. C'est un programme avec Plasmor. Après, si je regarde bien, tu vas au suivant, s'il te plaît. Et pourquoi on fait ça? Parce que ces fibres, pour certaines qui ont des propriétés dans la nature de structure, ont des super propriétés mécaniques. Alors, ce n'est pas l'équivalent du carbone. Il faudrait les brûler pour ça, mais ce serait dommage. Regardons le lin, les orties par rapport aux fibres de verre utilisées dans l'industrie. Bon, il n'y a pas photo en termes de raideur et en termes de résistance. L'acier et l'alu, j'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour ces métaux, mais c'est des matériaux très intéressants, mais c'est quand même nettement moins performant. Donc si je suis toujours dans mon idée de minimiser l'énergie. Alors après, mais c'est quoi ça? C'est du greenwashing. Alors je me rappelle au salon nautique, j'ai pris cette photo chez un concurrent de Plasmor. Il disait, voilà, c'est un kayak de mer en lin, c'est une fibre naturelle, c'est léger, c'est solide, c'est recyclable. Là, on est dans un abus de langage. La profession commence à progresser sur ce sujet, mais on a quand même beaucoup de retard. Écolo, alors il faudra me le prouver par une analyse de cycle de vie. C'est pas parce que c'est du lin produit par l'agriculture que c'est sans impact sur l'environnement. C'est esthétique, je suis d'accord. C'est français, c'est non polluant. Tiens, super. Il y en a un qui va frôler le prix Nobel. C'est performant, c'est écomatériaux, ressources renouvelables et puis du développement durable. Bon, évidemment, c'est une notion tout à fait discutable. Donc on va plus loin, donc on fait des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire en même temps qu'on développe de nouveaux matériaux, on regarde les impacts sur l'environnement. Donc on peut comparer par exemple du verre polyester avec du lin PLA. Vous voyez que ce n'est pas sans impact sur l'environnement de faire des biocomposites. Tiens, vas-y, suivant. Alors est-ce qu'on a des contrats en cours sur ce sujet-là? Voilà ce qui tourne aujourd'hui pour ce qui concerne les biocomposites. Dans quoi je suis impliqué, moi, simplement? Mais le LIMAT, c'est 170 personnes. À l'UBS, et on est en train de se marier avec les Brestois, ce qui nous donnera un laboratoire de recherche de 250 personnes. Regardez, par exemple, Fiabilin, c'est avec Arkema, Coriolis, qui est sur le territoire, et puis, par exemple, Beneteau. Alors, Zodiac, c'est la partie aérospace, c'est-à-dire les aménagements des ailes d'avion. Cooper, c'est système d'étanchéité, c'est à vitré, donc ça, c'est déjà monté sur véhicule. Si vous achetez une 208, vous avez ça. C'est le joint de portière. C'est la 3e thèse qu'on fait avec eux. Finater, on a avec PSA, Corima, c'est les gens qui font des roues de vélo, Renfortec, FRD, FRD, et puis MCR, ça c'est l'automobile. Alstom, c'est les nets TGV. On travaille aussi avec Ecotechnilin, c'est pour le domaine automobile. Autoflax, c'est Trèves, c'est un sous-traitant de Rouen comme Cooper, c'est des capots sous moteur. On a un programme avec Multiplace qui s'appelle Petite Coque, qui est en cours, où on est en train de développer des nouveaux matériaux biosourcés, mais aussi recyclables. On travaille aussi avec des sélectionneurs, donc on va maintenant jusqu'au patrimoine génétique des plantes, comment elles sont cultivées avec les tailleurs, celui qui mettent sur le marché. Vous voyez, il y a 4 tailleurs avec lesquels on bosse. On a des collaborations avec Kairos, et puis on a ce projet qui est un peu en suspens avec Voilier du futur, dont je ne connais pas l'avenir. Alors, où on s'arrête aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement des solutions technologiques? Est-ce qu'on cherche à simplement comprendre? Mais on va aller beaucoup plus loin, tout compte fait. On s'intéresse à la bio-inspiration, au biomimétisme. C'est-à-dire que quand je regarde cette coque de bateau, ce bateau de course, c'est à la fois des matériaux et des structures. Ce sont des matériaux composites, on a bien compris pourquoi ces matériaux ont de telles performances, on n'a pas d'autre solution de toute manière, et c'est bien la constitution de votre boîte crânienne, je ne sais pas si vous en êtes content, mais c'est comme ça que ça marche. Donc heureusement qu'il y a des composites. On développe des super performances, la petite photo rappellera des histoires à Yann. C'est-à-dire qu'on va optimiser, mais si je regarde bien, quand je regarde la structure de ces matériaux, ce qu'on sait faire, la nature sait organiser des choses de façon nettement plus intéressante. Ces tiges de lin qui poussent, là, qui font 1 mètre de hauteur,
Elles ont 2 mm de diamètre et tiennent à 120 km/h de vent, c'est quand même pas mal. Essayez de faire ça avec des cailloux, vous verrez que ça ne marche pas, ou avec de l'acier. Donc ce sont des structures modèles très très intéressantes. Et puis on peut aller encore plus loin. Suivant, pour terminer, il y a une éolienne, c'est des choses qui gênent certains d'entre nos citoyens, mais cette éolienne est tombée par terre, manque de peau. Bon, alors celle-là, elle est fichue. Sauf que si je me mets dans le milieu naturel, je regarde cette plante de lin qui tombe par terre, je vais avoir un phénomène de cicatrisation. Alors ça nous intéresse beaucoup et en recherche, en France, on travaille sur ce sujet de réparation en interne des composites après développement de dommages. Mais en plus, sur ces plantes, il y a un autre phénomène qui m'intéresse beaucoup, c'est le gravitropisme. C'est la capacité de redressement de la plante. Donc imaginez que vous cicatrisez, mais vous redressez votre mât d'éolienne. Et en plus, il y a un autre phénomène très intéressant dans le domaine de la nature, qui est le phénomène de renforcement là où il y a des surcontraintes. C'est-à-dire que ces racines là, de l'arbre, eh ben, le bois se développe là où il y a des surcontraintes. Donc il y a tout un mécanisme un peu compliqué là. Donc voilà sur les concepts sur lesquels on bosse. Donc faire des super composites biosourcés sans impact sur l'environnement, avec des cycles de vie, en pensant au départ et à la fin. Puis on se pose la question de la réparation en interne, du renforcement et peut-être un jour de l'aménagement de ces structures. Voilà, on est dans des domaines un peu décalés, mais vous voyez qu'il y a quand même des applications concrètes. Merci pour votre attention.